Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Un journaliste algérien est écroué derrière les barreaux. Hassan Bourras est un défenseur des droits humains. Il est poursuivi pour apologie du terrorisme. Au Soudan, les militaires à la tête du pays peinent à rendre le pouvoir aux civils. Ils s'étaient pourtant engagés à le faire il y a 2 ans. La transition dure. Et puis en Israël, 4 des 6 Palestiniens évadés d'une prison de haute sécurité ont été arrêtés et présentés à un tribunal. Leur évasion est un défi pour l'État hébreu et célébré par Ramallah. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Un journaliste algérien et défenseur des droits humains est placé en détention. Hassan Bourras a été provisoirement mis derrière les barreaux pour apologie du terrorisme, inculpé principalement pour appartenance à une organisation terroriste. Détail. Hassan Bourras, qui a été écroué après son audition par un juge d'instruction du tribunal de Sidi, Mohamed à Alger, est également poursuivi pour utilisation de moyens techniques et médiatiques pour enrôler des individus contre l'autorité de l'État, selon maître Abdel Ghani Badi, l'avocat. Les autorités avaient arrêté le 6 septembre le journaliste et perquisitionné son domicile à El Bayad au nord-ouest pour des motifs inconnus, avait dénoncé alors la Ligue algérienne des droits de l'homme dont il est membre. Bourras avait été condamné à 1 an de prison en 2016 pour avoir insulté un juge, un membre des forces publiques et un organe gouvernemental. L'organisation de défense des droits humains Amnesty International avait alors qualifié Bourras de prisonnier d'opinion et déclaré qu'il avait été condamné pour une vidéo dénonçant la corruption de responsables locaux dans la ville d'El Bayad. Selon le Comité national pour la libération des détenus, environ 200 personnes sont en prison en lien avec le mouvement de protestation pro-démocratie Irak qui secoue le pays sporadiquement depuis 2019. Au Tchad, la société civile tente de mettre la pression sur la junte militaire au pouvoir. Ce week-end, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à N'Djamena, la capitale. Les manifestants dénoncent l'alternance au pouvoir de manière héréditaire. Reportage. Ces marches, régulièrement organisées depuis le décès de l'ex-président Idriss Déby en avril, dénoncent aussi l'attitude de la France, l'ancienne puissance coloniale, accusée par une partie de l'opposition de soutenir le nouveau pouvoir. Le Tchad n'est pas un royaume, non au soutien de la France. Au système Déby père et fils était-il notamment inscrit sur les affiches des manifestants. La marche avait été autorisée par les autorités. La manifestation, encadrée par des forces de l'ordre déployées massivement, s'est déroulée dans le calme. Succès Masra, farouche opposant des Déby et fondateur du mouvement politique Les Transformateurs, participait pour la première fois à l'une de ces manifestations depuis la mort du président maréchal Idriss Déby. Nous marchons aujourd'hui pour exiger la révision de la charte régissant la transition et dénoncer les arrêtés mettant en place les comités non inclusifs du dialogue, a aussi confié le porte-parole de Wakil Tama, une plateforme de l'opposition. Depuis l'annonce de la mort du président Déby le 20 avril, Mahamat Idriss Déby Itno, âgé de 37 ans, a promis des élections libres et démocratiques à la suite d'un dialogue national censé réconcilier tous les Tchadiens. La période de transition est de 18 mois renouvelable, mais la junte n'a pas exclu une prolongation. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, lui, veut définitivement rompre avec son prédécesseur. Le chef de l'État vient d'exiger une évaluation des projets liés au contrat sino-congolais signé en 2008 par Joseph Kabila. C'est ce que l'on a appris ce week-end de sources officielles.
Le chef de l'État congolais a demandé au ministre des Infrastructures et Transports publics de présenter l'état des lieux de l'exécution technique et financière des projets inscrits dans le contrat dit sino-congolais et à la ministre des Mines d'en faire autant dans son secteur. Une présentation sera faite lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres, a déclaré le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya à la télévision d'État. La RDC accuse un important déficit en termes d'infrastructures. C'est dans cet esprit qu'en 2008, dans le souci de capitaliser toutes les sources disponibles de financement des infrastructures, le pays avait signé le contrat sino-congolais, a affirmé le porte-parole du gouvernement. L'ex-président Joseph Kabila avait négocié en 2008 un contrat sous forme de troc colbat et cuivre contre la construction d'infrastructures avec un consortium chinois pour un montant de 9 milliards de dollars, renégocié à 6 milliards sous pression du Fonds monétaire international. À ce jour, près de 2,74 milliards ont été décaissés par la partie chinoise, pour l'essentiel sous forme d'investissement. Mi-mai, lors d'une visite dans la ville minière de Kolwezi, située au sud-est, Félix Tshisekedi avait annoncé son intention de renégocier les contrats miniers, notamment ceux conclus avec la Chine par Joseph Kabila, pour le bonheur des Congolais. Au Soudan, des militaires s'engageaient il y a 2 ans à remettre le pouvoir aux civils. Aujourd'hui encore, les premiers ont toujours la haute main, tandis que les seconds peinent à organiser la transition, notent certains experts. En août 2019, les généraux soudanais signaient un accord historique avec les factions politiques à la pointe du mouvement populaire qui venait de renverser l'autocrate Omar al-Béchir, après 30 ans d'un règne sans partage. Ils décidaient ensemble d'une transition prévue pour 3 ans et finalement allongée en octobre après un accord de paix entre le gouvernement et une coalition de groupes rebelles. L'armée devait partager les pouvoirs régaliens jusqu'à ce qu'un gouvernement civil et un parlement mènent la transition à son terme. Les dissensions internes rongent les forces pour la liberté et le changement, moteur de la révolution populaire. Surtout, le gouvernement de transition emmené par Abdallah Hamdok a vu sa popularité fondre à mesure qu'il annonçait des réformes économiques et ne faisait pas avancer devant la justice la cause des familles des victimes de l'ère Béchir. Selon Jonas Honner, de l'International Crisis Group, les forces de sécurité comme les partis politiques historiques qui redoutent de perdre leurs prérogatives actuelles bloquent cette réforme cruciale. De ce fait, l'armée tient toujours l'économie, la gestion de la paix avec les groupes rebelles et surtout la politique étrangère. C'est elle qui a ainsi signé en janvier un accord portant sur la normalisation des relations avec Israël, décidé en 2020. Mais pour Magdi El Ghizouli, chercheur au Rift Valley Institute, c'est acté. La politique étrangère du Soudan post-Béchir a été redessinée par l'armée et cela s'est traduit par des liens plus étroits avec les États-Unis, parrain des accords d'Abraham qui ont vu plusieurs pays arabes reconnaître Israël. Une source militaire l'avoue à l'AFP sous le couvert de l'anonymat. Impliquer les civils dans les affaires de l'armée est une question extrêmement sensible. Pour cela, poursuit cette source, les appels à la réforme des civils continueront à essuyer de la résistance, même si de nouveaux gouvernements occidentaux, dont Washington, s'en sont fait l'écho. En France, la maire de Paris, la socialiste Anne Hidalgo, a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Avril prochain, c'était ce dimanche lors d'une prise de parole à Rouen. Précision. Sans surprise, Anne Hidalgo, devant ses partisans à Rouen, a annoncé sa candidature pour la présidentielle française de 2022. Chères Françaises et chers Français, je veux que tous les enfants de France aient la même chance que celle qui m'a été donnée. Je suis candidate pour offrir un avenir à nos enfants, à tous nos enfants. Figure d'un parti socialiste affaibli, Anne Hidalgo, 62 ans, invite les Français à communier avec elle autour d'un projet qui mettra résolument la France sur la voie de la réconciliation, de l'apaisement, de la sécurité, de la justice sociale et aussi de la justice climatique. Après avoir mené depuis 2014 à Paris une politique visant à réduire la pollution automobile, Anne Hidalgo entend placer le thème de la transition écologique au cœur de sa campagne. Pour l'heure, la maire de la capitale française est créditée, selon les sondages actuels, de 7 à 9% des intentions de vote au premier tour. Un résultat qui serait largement insuffisant pour se qualifier au second tour. Elle aura donc fort à batailler pour remonter graduellement dans les sondages. Son nom vient ainsi s'ajouter à la longue liste des candidats qui veulent incarner la gauche dans un paysage politique français
marqué ces dernières années par la progression de l'extrême droite de Marine Le Pen et l'émergence d'Emmanuel Macron au centre. La chasse à l'homme engagée par les forces de sécurité israéliennes après l'évasion spectaculaire des 6 prisonniers palestiniens s'est révélée concluante. 4 des évadés ont été capturés et puis présentés à un juge devant un tribunal. Retour sur le film de leur arrestation. Depuis leur fuite lundi via un tunnel creusé sous un évier et débouchant à l'extérieur du bâtiment, les autorités israéliennes mènent une chasse à l'homme en Israël et en Cisjordanie, territoire d'origine des fugitifs occupés par Israël. Les 4 évadés ont été arrêtés à une trentaine de kilomètres de la prison de Gilboa dans le nord du pays. Ils ont été présentés devant un tribunal. Vendredi soir, 2 d'entre eux, Yacoub Kadri, âgé de 48 ans, et Mahmoud Arda, 45 ans, qui a passé les 25 dernières années en prison, ont été capturés sans résistance dans la ville de Nazareth à l'issue d'une poursuite en hélicoptère, a indiqué la police. Ils sont membres du groupe armé palestinien Djihad islamique. Mahmoud Arda, plus ancien détenu des 6 fugitifs, est présenté par les médias locaux comme l'architecte de l'évasion. Selon la presse israélienne, la police a été alertée par des habitants de Nazareth sur la présence de 2 des fugitifs. Selon un frère de Mahmoud Arda, malgré la tristesse de ses proches après sa capture, ils étaient heureux que Mahmoud ait réussi à faire enfuir les prisonniers et à être libre pour quelques jours. Mais ils craignent qu'il soit torturé, placé en confinement et qu'on lui interdise de recevoir des visiteurs ou de parler au téléphone. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.